Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on parle de Google qui booste ses smartphones à l'IA, d'un deepfake du président Macron et de Doctolib qui va utiliser vos données pour entraîner son IA. Mais avant de commencer sur ces news, on va commencer par une grosse nouvelle qui concerne Grok. Donc xAI, donc la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a fait une annonce majeure cette semaine avec le lancement de Grok 2. Cette mise à jour significative de leur modèle IA promet des améliorations notables en matière de chat, de codage et de raisonnement. Actuellement en phase bêta sur la plateforme X, Grok 2 et sa version allégée Grok 2 Mini seront bientôt accessibles via l'API entreprise de xAI. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Grok 2 a déjà fait ses preuves sur les leaderboards comme le LM6, où il a été testé sous le pseudonyme sus:_r, et il se positionne en troisième rang, rivalisant avec des modèles comme GPT-4o, ChatGPT et Claude 3.5 Sonnet. xAI affirme même que Grok 2 surpasse ses concurrents dans plusieurs domaines, notamment les tâches de raisonnement visuel et la résolution de problèmes mathématiques complexes. Et c'est vrai que ça c'est plutôt impressionnant, puisque Grok 2 c'est un modèle qui est quand même assez récent. Enfin, la société en tout cas xAI, c'est pas une société qui est très ancienne, hein. C'est une société que Elon Musk a fini par créer suite aux soucis qu'il avait eu justement avec au début l'investissement de départ qu'il avait fait dans OpenAI avec une vision qui voulait une IA qui était plutôt open source, et où finalement OpenAI s'est éloigné de cette vision de base avec l'actuel président Sam Altman, et donc Elon Musk était très éloigné de cette idée, et donc il a voulu créer cette IA Grok 2 avec une vision un petit peu différente, et surtout il a voulu la créer assez rapidement, et là pour le coup c'est vrai qu'elle est arrivée assez vite, puisque c'est normalement des modèles qui prennent très longtemps à développer, et là au final ils ont réussi à monter un super data center avec un super calculateur avec énormément de GPU de chez Nvidia pour pouvoir justement créer ce modèle, en partant de quasiment zéro. Et donc pour créer un modèle de cette taille, il faut une énorme puissance de calcul, et il faut aussi des très bonnes données, et c'est là où c'est quand même assez pertinent, et il y a pas mal je pense de cohérence entre xAI et Twitter, en tout cas maintenant X, puisque toutes les données de X ont été utilisées, en tout cas une partie des données, peut-être pas celles qui étaient en Europe, puisqu'on en a parlé la semaine dernière, il y a eu pas mal de soucis sur les données des utilisateurs européens, mais en tout cas les données des autres utilisateurs ont été utilisées pour entraîner ce modèle. Et donc voilà, ce modèle finalement, il se retrouve à quand même se retrouver un petit peu au même niveau d'autres modèles qu'on a aujourd'hui accessibles. Et donc je trouve qu'ils ont été capables de rattraper leur retard très rapidement. Et on verra aussi si ce modèle sortira de façon open source. Le premier modèle qu'ils avaient sorti était ensuite avait été rendu disponible open source. Et vu que Elon Musk défend l'open source sur la partie IA, on verra si avec cette nouvelle société xAI, il tient un petit peu ses promesses, en tout cas avec un modèle du coup qui serait disponible en open source. En tout cas, pour les abonnés premium de X, la nouvelle version de Grok offre une interface repensée avec des nouvelles fonctionnalités, et xAI travaille en collaboration aussi avec Black Forest Lab pour intégrer le modèle Flux.1 dont on avait parlé la semaine dernière, qui permet à Grok de générer des images, puisque Grok de base c'est un large language model, donc il fait que la partie texte, et donc grâce à ça il peut aussi du coup générer des images. Et justement, par rapport à cette génération d'images, il y a eu pas mal de bad buzz entre guillemets sur cette nouvelle capacité que Grok 2 offre, parce que maintenant tous les abonnés de Twitter X, en particulier les abonnés qui sont aux États-Unis, peuvent générer des images très facilement. Et le modèle Flux qu'ils utilisent, c'est un modèle qui est vraiment très 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 performant. Donc voilà, il est sorti il y a quelques semaines
Donc je crois que c'était il y a 2 semaines. Donc on commence à avoir maintenant des personnes qui s'en servent régulièrement, qui ont commencé à créer ce qu'on appelle des LoRa. Donc des LoRa, c'est des espèces de configurations pour que le modèle génère des images dans un certain style. Donc par exemple, on va avoir des LoRa qui vont avoir un style, je sais pas moi, cartoon, pour générer des images avec un style cartoon ou dessin. On va avoir des LoRa par contre qui vont être photoréalistes, qui eux vont avoir pour objectif de faire des images photoréalistes. Et donc une même instruction avec un LoRa différent va donner un résultat qui aura vraiment rien à voir. Et le LoRa, il permet vraiment d'avoir un certain style vraiment très ancré dans l'image qu'on va générer. Et quand on commence justement à un petit peu maîtriser les LoRa, les différents outils de configuration avec un modèle tel que Flux, qui est encore une fois open source, donc qui dit open source dit de nombreux outils et de nombreuses façons de l'utiliser, on peut générer des images qui sont hyper impressionnantes. C'est vraiment le remplaçant de ce qu'on avait avant avec Stable Diffusion, donc, qui était un modèle open source. Et donc là, avec ce nouveau modèle qui arrive, Flux, qui d'ailleurs a été monté par des personnes qui travaillaient avant dans l'entreprise Stable Diffusion, là on a vraiment le grand remplaçant entre guillemets de Stable Diffusion, le modèle open source qui avant était capable de faire des choses très puissantes. Là maintenant, avec ce modèle de Flux, on a vraiment le grand remplaçant qui est très puissant et qui permet de faire des choses très élaborées, mais pour l'instant c'est encore assez peu accessible, donc j'essaierai de vous en parler un peu plus la semaine prochaine pour trouver des façons faciles de l'utiliser. Il y a une démonstration qui est disponible sur Hugging Face, mais voilà, qui permet pas d'aller très loin dans la configuration et qui est pas suffisamment représentatif de ce qu'on peut vraiment faire avec ce modèle-là. Moi de mon côté, j'ai essayé de commencer à l'installer en local sur mon Mac, mais c'est pas hyper simple, honnêtement. Voilà, l'installation pour l'instant, ça passe par des lignes de commande, ça passe par des choses qui sont pas hyper faciles d'utilisation. Donc je verrai si je peux soit trouver un site qui l'intègre de façon assez facile où on peut le tester facilement, soit trouver un tutoriel un peu simple ou quelque chose qui l'aura un peu plus facile d'utilisation pour vous expliquer un petit peu mieux comment vous pouvez l'utiliser si vous êtes intéressé par la génération d'images, puisque vraiment aujourd'hui c'est ce qu'il y a de mieux, même si il est un petit peu plus compliqué à mettre en place. Le modèle est vraiment ultra impressionnant, les images que les personnes arrivent à sortir sont ultra impressionnantes, et surtout on arrive à avoir aussi du texte qui est très consistant avec ce modèle, ce qu'on n'arrivait pas vraiment à avoir avec les autres modèles. Donc là il y a vraiment tout en un seul modèle qui nous permet de faire des choses hyper impressionnantes. Il y en a même qui commencent à réaliser des vidéos en le couplant avec d'autres modèles. Donc c'est un gros modèle qui est sorti, et surtout pour en revenir à la news, il a fait un peu un bad buzz parce que cette entreprise qui a lancé ce modèle, elle a décidé de pas vraiment y mettre de limite. Donc en fait le modèle il est capable de générer des images qui sont sous copyright. Donc si par exemple vous lui demandez de générer des personnages de Disney, il va pouvoir le faire. Si vous lui demandez de générer des politiciens, il va être capable de le faire. Il n'y a vraiment pas de limite sur ce modèle, et donc ça a fait plutôt un bad buzz, puisque forcément à quelques mois des élections américaines, mettre à disposition une intelligence artificielle qui est capable de faire des images sans aucune limitation, donc on a vu des images par exemple de Elon Musk en tueur de masse, on a vu des images de Donald Trump dans différentes situations, on a vu un petit peu de tout. Donc c'est pas vraiment le genre de modèle qu'on a envie de voir disponible de tous, surtout que le fait qu'il soit intégré à la plateforme X le rend hyper facile d'accès pour les utilisateurs premium. Il suffit de payer l'abonnement et là vous avez la disposition du modèle. Alors il n'est pas aussi configurable que quand on l'utilise dans d'autres plateformes, mais il peut déjà permettre de faire beaucoup de choses, et encore une fois c'est un modèle qui est très réaliste. Donc les images qui sont générées avec, elles sont on commence à rentrer dans quelque chose où c'est très facile de ne pas se rendre compte que c'est généré par une IA. Donc est-ce que c'est une bonne idée de lâcher ce modèle juste avant les élections présidentielles ? Personnellement je pense pas, mais en tout cas c'est la décision que Elon Musk a pris, et elle est vraiment on va dire à contre-coup de tout ce que peuvent faire les autres entreprises d'intelligence artificielle qui elles sont en train d'essayer à chaque fois de mettre énormément de règles sur leur modèle, de mettre énormément de contraintes, de censure, d'essayer de corriger aussi les biais, etc. On l'a vu avec Gemini qui avait eu aussi un bad buzz, puisque à force de vouloir trop corriger les biais, l'IA elle partait complètement dans le sens opposé, elle faisait n'importe quoi, et elle intégrait des personnes issues de la diversité dans des contextes historiques où ça avait aucun sens. Et donc là
l'idée que Elon Musk a, lui, c'est vraiment d'aller à contre-courant là-dessus et de faire une IA qui est très peu censurée, qui est très peu consensuelle entre guillemets, et avec cette génération d'images qui aussi du coup permet de faire des choses sans vraiment aucune limitation. Donc il y en a quand même quelques-unes. Il me semble que tout ce qui est lié à vraiment des choses qui seraient violentes, mais dans le sens avec du sang, ce genre de choses là, l'IA va refuser de le faire. Et aussi tout ce qui est contenu on va dire sexuel, où là pareil l'IA va refuser de le faire, mais sexuel dans le sens plutôt où on va voir voilà des choses, ce qu'on appelle not safe for work en anglais, donc des choses qui seraient de la nudité en fait, voilà. Donc autre que ça, apparemment de ce qu'on en voit en tout cas et des premières images qui sortent, on peut faire énormément de choses, donc ça reste un très gros instrument potentiel de désinformation. Est-ce que c'est une bonne chose, voilà, d'avoir ce genre de choses maintenant accessibles? Voilà, je suis pas certain. En tout cas, j'essaierai de voir si je peux le tester en Europe. Je suis pas certain que toute cette génération d'images ou même l'accès à Grok 2 soit disponible pour les utilisateurs en Europe. Je regarderai si via mon compte mon compte X, je peux générer tout ça. D'ailleurs, il y a un compte qui existe, Toonamia sur Twitter X, mais bon, c'est une plateforme que j'utilise plus pour récolter du contenu que poster du contenu, donc voilà, si jamais vous voulez suivre le compte, vous pouvez, mais il n'y a rien d'intéressant pour l'instant dessus. Mais par contre, il y a des choses intéressantes sur le compte Instagram que vous pouvez suivre, où je poste régulièrement des petits extraits des podcasts et du contenu, voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme ça aussi on peut en revenir dessus, je peux répondre à vos questions sur les épisodes qui suivent. Vraiment là-dessus, n'hésitez pas, qu'on puisse aussi faire continuer à avancer la communauté. Donc voilà, c'était la grosse news qui concernait la sortie de Grok 2, avec du coup ce côté intéressant où on a un modèle très puissant qui arrive très rapidement, mais aussi ce côté négatif où on a ce partenariat avec la société Flux qui permet d'avoir un modèle vraiment sans aucune censure qui est disponible aux mains de tous. La deuxième grosse annonce qu'on avait cette semaine, elle concerne Google qui a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 9 lors de l'événement Made by Google. Ce qui distingue vraiment ces nouveaux appareils, c'est la place centrale accordée à l'intelligence artificielle dans l'expérience utilisateur. Donc la gamme Pixel 9, elle se décline en 4 modèles, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Donc ils ont fait une gamme où en gros on a un téléphone taille standard, un téléphone Pro qui fait la même taille que le taille standard, et un Pro XL qui est un téléphone plus grand, un peu comme ce que fait Apple avec les modèles Max. Et enfin, ils ont fait un modèle Fold qui lui est pliable. Donc voilà, intéressant pour ceux qui s'intéressent plus à la partie technologie et hardware. Donc on verra un petit peu ce que ça dit d'ailleurs au niveau des tests. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la partie intelligence artificielle. Et ce qu'il y a de particulier avec tous ces téléphones-là, c'est qu'ils ont un processeur Tensor G4 qui est spécialement optimisé pour l'IA. Et notamment la nouvelle version de Gemini 1.5. Et justement, du coup, ils ont intégré pas mal de fonctionnalités de Gemini directement dans les smartphones, notamment l'assistant vocal qui a complètement été remplacé. Donc l'assistant vocal de Google qui du coup était un petit peu comme l'ancien Siri, qui sera bientôt remplacé par le nouveau Siri et les modèles Apple Intelligence. Là, Google, ils ont pris un petit peu de l'avance puisqu'ils ont intégré tout ça dans leur Google Pixel. Et ils ont intégré pas mal de fonctionnalités. Encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner quand ce sera sorti, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été montrées qui seront peut-être pas disponibles en Europe. Par exemple, l'assistant, il est capable de voir le calendrier et de voir quelles sont nos disponibilités. Donc on peut lui demander des questions un petit peu plus élaborées. Mais vraiment, j'attends de voir les tests parce que c'est le genre de choses où, en démo live, ça peut paraître impressionnant, mais une fois que ça arrive dans nos mains, on se rend compte des fois des limitations. Et en plus, c'est vrai qu'on a un monde en ce moment qui a tendance à se déplacer à deux vitesses en termes d'intelligence artificielle. On a les États-Unis et le reste du monde qui ont les fonctionnalités qui sortent généralement très rapidement et qui sont disponibles tout de suite, et on a l'Europe, où avec toutes les contraintes légales qu'on a en Europe, les fonctionnalités arrivent souvent bien plus tardivement. Et on se retrouve avec des fonctionnalités un petit peu limitées pour l'instant, qu'on peut pas tester jusqu'au bout. Fonctionnalité intéressante sur ce Pixel 9, c'est tout ce qui est lié à la photo, puisqu'il est capable de modifier entièrement des zones d'une photo. Donc par exemple, vous prenez une photo d'un paysage avec, une route au premier plan et la montagne en arrière-plan, il peut modifier la route et la transformer en une rivière par exemple. Donc c'est un petit peu ce qu'on a pu déjà voir avec Adobe et Firefly.
qui peut sélectionner des parties d'une image et les remplacer complètement. Donc ça, c'est intégré directement dans le smartphone, et ce qui est hyper impressionnant, c'est que c'est calculé en interne dans le smartphone, ça passe pas par un calcul sur un serveur ou autre, donc ça c'est assez impressionnant. Et ils ont aussi rajouté une fonctionnalité que j'ai trouvé assez intéressante qui s'appelle Add Me. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de prendre une photo avec un groupe quand on n'a personne pour nous prendre en photo. Donc en gros, la première personne prend une photo. La photo, elle va déplacer légèrement l'appareil qui va scanner l'environnement pour faire une espèce de se donner une impression un petit peu 3D de l'environnement. Et on va prendre une photo donc du coup des personnes qui sont là. Et derrière, il y a une personne qui était elle prise sur la photo qui va prendre l'appareil à son tour. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une espèce de superposition. On voit l'ancienne photo qui a été prise avec les personnes, et la personne qui, elle, avait pris la première photo va pouvoir se rajouter au groupe, se mettre sur le côté, et ça va faire une photo superposée. On va garder l'original de la photo, donc la photo avec le premier groupe avec la personne manquante, et la deuxième photo avec juste la personne manquante, et une photo fusionnée avec l'ensemble des deux. Et voilà, c'est hyper impressionnant. Pareil, on attend de voir un petit peu ce que ça donne quand ça va sortir sur les tests, mais c'est ce genre de fonctionnalités, je pense, qui vont arriver petit à petit sur nos téléphones, qui vont nous permettre d'utiliser l'IA générative un petit peu dans la vie de tous les jours. Mais encore une fois, je pense que ça va mériter des tests un peu plus avancés. Mais je pense que c'est ce qui va aussi permettre à beaucoup de monde d'accéder à l'intelligence artificielle générative, puisque aujourd'hui, il y a des personnes qui s'y intéressent, un peu comme vous, qui écoutez les podcasts, qui utilisent déjà peut-être ChatGPT, qui vous utilisez peut-être aussi déjà Midjourney, ou des modèles comme Flux que j'ai un petit peu mis en avant la semaine dernière. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est un petit peu flou, et ils ne s'en servent pas du tout. Et c'est avec ce genre d'intégration au téléphone portable, avec des fonctionnalités qui sont très parlantes, très utiles sur les photos ou autres, que les personnes vont petit à petit, je pense, se mettre à utiliser l'IA tous les jours. Ensuite, on a une news qui concerne Doctolib, donc la plateforme de prise en charge de rendez-vous médicaux, qui se tourne vers l'intelligence artificielle pour améliorer ses services, notamment avec un assistant de consultation numérique prévu pour octobre 2024. Pour entraîner ces modèles d'IA, Doctolib a commencé à collecter des données personnelles de ses utilisateurs depuis le 7 août 2024, une pratique qui a suscité des préoccupations. Doctolib demande l'autorisation d'utiliser et d'anonymiser les données, y compris des informations de santé, sous couvert d'améliorer les services pour les patients et les professionnels de santé. La mention de l'IA n'apparaît pas clairement qu'après avoir cliqué sur un lien vers un document détaillant l'utilisation des données. Doctolib insiste sur l'anonymisation des données et assure qu'ils ne seront pas vendus, soulignant que leur protection est une priorité. Les utilisateurs peuvent refuser ou révoquer leur consentement à tout moment via les paramètres de leur compte. Cette collecte de données pour l'IA est un pas important pour Doctolib, mais elle soulève des questions sur la transparence et la confidentialité des informations sensibles des utilisateurs. Donc du coup, si vous avez un compte Doctolib et que vous ne voulez pas que vos informations soient utilisées pour entraîner leur modèle d'IA, allez faire un petit tour sur votre compte et désactiver cette fonctionnalité. Maintenant, en quoi cette news elle est intéressante ? Doctolib, ils sont un petit peu assis sur une mine d'or, entre guillemets, avec toutes les données auxquelles ils ont accès. Et on en parle à chaque fois, avec les intelligences artificielles, il faut des données de qualité, il faut des machines puissantes pour faire des calculs, et c'est vraiment ça les deux grosses contraintes qu'on a au départ pour ensuite avoir des modèles de qualité. Et là, Doctolib, ils ont des données qui sont, je pense, hyper intéressantes. Ils vont pouvoir en faire des choses très pertinentes, et c'est vrai que eux, ils mettent en avant l'anonymisation des données, parce qu'ils ont pas du tout besoin de personnaliser tout ça. Eux, en ayant simplement des infos comme votre âge, votre sexe, votre localisation et les rendez-vous avec les médecins que vous avez eus, ils peuvent déjà faire des choses très intéressantes, je pense, avec l'intelligence artificielle. Ils peuvent par exemple peut-être voir les secteurs où il y a plus de certains types de médecins qui sont consultés. Ils peuvent peut-être aussi faire de l'analyse des ordonnances pour voir si certains praticiens ont tendance à recommander plus de certains médicaments ou d'autres. Et après tout ça, ils ont peut-être tout simplement la possibilité de voir aussi à quel point les personnes retournent chez le médecin ou pas, pour voir si en fonction des traitements qu'ils ont pu avoir dans le passé, si ils ont des maladies peut-être de longue durée, ce genre de choses-là. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles, puisqu'ils ont énormément de données sur leurs différents clients, et donc je sais pas exactement ce qu'ils pourront
ce qu'ils proposeront à l'avenir avec tout ça, mais je pense qu'ils pourront faire des choses assez impressionnantes, et en ayant autant de données sur autant de personnes, ils peuvent faire de la généralisation aussi, hein, et en se rendant compte tout simplement qu'en se disant voilà, si c'est telle tranche d'âge dans telle localisation, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient consulté un généraliste pour voir un problème sur tel type de problème où il y avait tel médicament qui était consulté, ils avaient eu tendance derrière à aussi aller voir un spécialiste, je sais pas moi, un cardiologue par exemple, pour des problèmes peut-être d'une certaine pathologie. Et donc avec ce genre d'informations, il pourrait vous dire juste après un rendez-vous en disant voilà, selon les données qu'on a sur vous et les données que notre IA a analysées, vous avez peut-être tel type de problème, puisqu'on a vu que d'autres personnes qui avaient pris ce genre de rendez-vous et qui avaient eu ce genre d'ordonnance avaient eu aussi des problèmes plus profonds derrière, et donc vous peut-être conseillez d'aller prendre un rendez-vous en avance avec un spécialiste pour des éventuelles pathologies qui pourraient arriver. Donc ça pourrait être quelque chose de très bénéfique et une très grosse valeur ajoutée pour Doctolib. Mais voilà, pour l'instant on ne sait pas exactement ce qu'ils feront de tout ça, et pour l'instant si vous ne changez rien, vos données seront tout simplement utilisées pour entraîner ce modèle. Ensuite, on a une news qui concerne un deepfake. Donc c'est une vidéo qui montre le président Emmanuel Macron embrassant un homme présenté comme son garde du corps et devenu viral sur les réseaux sociaux. Cependant, du coup, cette vidéo, c'est un deepfake qui a été généré par une intelligence artificielle, et la séquence en question, elle a été partagée par un compte d'extrême droite sur X. Elle présente plusieurs anomalies qui permettent de reconnaître que c'est une vidéo générée par une intelligence artificielle, notamment au niveau des mains qui ont tendance à bouger, il peut y avoir une main en doublon, ce genre de choses là. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de reconnaître encore les vidéos générées par IA, mais encore une fois, je le répète à chaque fois, pour l'instant on peut encore faire la distinction, mais étant donné qu'aujourd'hui on arrive à un niveau, au niveau des images, on n'arrive plus à faire la distinction, au niveau des vidéos c'est quelque chose qui va arriver très très vite. Et donc on se retrouve toujours avec ce problème des deepfakes qui sont très faciles à créer et très faciles à partager, et qui sont forcément repris par des médias d'autres gouvernements. Donc là en l'occurrence ce deepfake il a été aussi repris par des journaux russes, puisque forcément ça a un pouvoir aussi politique de décrédibiliser un personnage public ou un politicien. Avec ce genre de deepfake, c'est quelque chose de facile aujourd'hui, et si c'est relayé en plus par des médias qui sont des médias en fait derrière, où c'est des médias étatiques qui suivent du coup la ligne éditoriale d'un pays, ça permet vraiment de créer de la mauvaise presse, et derrière s'il y a personne pour contredire ces deepfakes, forcément on en fait une vérité, d'autant plus s'ils sont de plus en plus réalistes. Et ça c'est un véritable problème qu'on va avoir. Et c'est pour ça que je ne comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui les entreprises qui ont signé notamment les accords sur la détection de contenu généré par IA, avec j'en parle à chaque fois mais j'ai perdu le nom de ce système, qui permet du coup de détecter ce qui est généré par une IA ou pas, et surtout d'avoir un système qui permet d'authentifier une image qui elle n'est pas générée par une IA. Donc voilà, il y a des grandes entreprises comme Meta, comme Adobe, etc. qui ont signé, qui ont créé tout un standard pour faire ce genre de détection, et ce standard pour l'instant il est toujours pas appliqué, et notamment sur X on a le même problème. X ils mettent en place une IA qui permet de générer des images, mais on n'a toujours pas de système qui permet facilement de dire attention, cette image a été générée par une IA, avec une sorte de petit drapeau, en tout cas un petit indicateur qui nous permet de tout de suite savoir qu'une image a été générée par une IA. Pour l'instant on n'a encore rien, donc les deepfakes ils vont encore être de plus en plus en avant, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, faites attention à ce que vous voyez. Remettez-les en question si c'est quelque chose qui vous paraît bizarre, essayez de toujours croiser les informations. Pour l'instant, malheureusement, vérifier les deepfakes, ça demande toujours un petit peu d'effort, mais j'espère que ce sera quelque chose qui sera un petit peu mieux intégré aux plateformes, mais il va y avoir un moment de flottement, en tout cas, où on va avoir ce genre de choses où les deepfakes seront faciles à générer, et où en même temps, les plateformes n'auront pas forcément mis les bonnes choses pour que ce soit facile à détecter, et c'est quelque chose aussi qu'on a besoin d'apprendre. On a besoin maintenant de se rendre compte que à chaque fois qu'on voit une
image, chaque fois qu'on voit une vidéo, potentiellement ça peut être quelque chose de généré par l'IA, ça peut être quelque chose qu'il faut remettre en question, et donc c'est pour ça que c'est important de croiser les informations, de se rendre compte que s'il y a quelque chose qui a été publié, une image ou une vidéo, de voir s'il n'y a pas eu d'autres vidéos du même événement, avec d'autres angles de vue par exemple, ce genre de choses-là, hein, c'est le genre de choses qui permettent pour l'instant de recouper un petit peu les infos. Ensuite, on a une news qui est assez drôle, qui concerne une petite île des Caraïbes qui s'appelle Anguilla. Et pourquoi c'est intéressant de parler de cette petite île de Anguilla ? Les extensions des sites internet, elles sont basées sur le nom des pays. Donc si vous avez du .fr par exemple, c'est FR comme France, et Anguilla, leur nom de domaine attribué, c'est .ai. Comme AI en anglais. Et forcément, il y a énormément d'entreprises qui ont généré leur site en .ai, qui ont créé leur site, qui ont déposé leur nom de domaine en .ai pour justement surfer un petit peu sur la vague de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. C'est un très bon nom de domaine, ça permet d'avoir des noms courts et ça permet d'avoir juste un .ai à la fin. Et voilà, c'est le cas de énormément de sociétés aujourd'hui qui se sont lancées dans l'intelligence artificielle. Et donc forcément, des personnes comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg ont énormément investi pour déposer des noms de domaine. Et en 2023, du coup, cette petite île, elle a eu 175 000 nouveaux enregistrements de sites internet qui finissent du coup par l'extension .ai. Et donc c'est devenu le troisième revenu de cette petite île. Ça représente aujourd'hui plus de 10% de son PIB. Et forcément, ça a permis à cette petite île de financer pas mal de choses pour ses 16 000 habitants. Et donc voilà, je trouve ça assez drôle qu'une petite île des Caraïbes soit impactée par ce grand mouvement de l'intelligence artificielle, simplement parce que son extension de domaine, .ai, était parfaite pour toutes les grandes entreprises qui ont décidé de se lancer là-dedans, parce que forcément, quand un nom de domaine est déjà pris, surtout les noms de domaine comme .com qui sont très demandés, soit vous devez racheter le nom de domaine à l'entreprise qui l'a acheté, soit vous êtes coincé. Donc forcément là, le .ai qui était un nom de domaine qui n'était pas du tout utilisé par le passé, là c'était une solution très facile pour toutes ces entreprises. Et donc forcément ça a permis à cette petite île de récupérer pas mal de sous. Et ensuite on a une news qui concerne OpenAI qui a récemment annoncé la disponibilité d'un nouveau modèle optimisé pour les conversations nommé ChatGPT 4o Latest. Et il est accessible via l'API aussi de OpenAI. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce modèle ? C'est que c'est un modèle qui est tout simplement passé devant tous les autres modèles sur notamment le LLM Arena. Donc le LLM Arena, c'est le benchmark, le test qui permet de tester les différents large language models et qui se base sur des retours humains. Donc c'est pour ça que moi je l'aime bien, parce que c'est vrai que des fois les tests qui sont faits sur les modèles, ils sont un peu abstraits et dans la vie de tous les jours, quand on s'en sert, c'est pas super parlant. Là c'est des tests qui sont faits par des humains et qui permet aux différents modèles d'avoir un différent score. Et donc là, avec ce nouveau modèle GPT-4o Latest, on arrive à un score de 1314, ce qui est au-dessus du score de Gemini 1.5 Pro, qui était repassé premier la semaine dernière. Donc c'est chaque semaine, ça se tire la bourre entre les différents modèles, mais globalement, tous les modèles sont de plus en plus puissants, donc on va pas se plaindre, c'est plutôt une bonne chose. Et donc si vous utilisez ChatGPT, sachez que il a été récemment mis à jour avec ce nouveau modèle et que maintenant il est un petit peu plus puissant. Si vous êtes côté développeur, ils ont fait une version différente pour ceux qui utilisent l'API, donc l'API qui vous permet de vous connecter directement au modèle d'OpenAI et de faire, c'est plus pour du développement. Et donc ce modèle aussi a été mis à jour, mais avec un modèle un peu plus spécifique pour les utilisateurs qui ont des besoins un petit peu plus particuliers. Mais en tout cas, je trouve que c'est probablement un coup de com' de la part d'OpenAI qui a essayé qui a publié ces informations en même temps que la conférence de Google qui lançait ses Pixel 9 avec toute l'intégration de Gemini 1.5. Donc ils auraient pu dire Gemini 1.5 Pro, le modèle le plus performant aujourd'hui avec l'intégration dans le Pixel 9, sauf que non, OpenAI est arrivé là pour justement dire que non, il s'était repassé devant. Donc sur la com, ils sont un petit peu joueurs, OpenAI, on va pas se mentir, ils s'amusent souvent à caler leur communication juste en même temps de celle de Google,
pour un petit peu les effacer d'un point de vue communication. Ensuite, la prochaine news concerne le lancement de Hermès 3. Donc Hermès 3, c'est un modèle qui se base sur Llama 3.1 405B et c'est du fine-tuning. Donc c'est en gros, on va dire, une personnalisation, un paramétrage du modèle de Llama 3.1 405B. On le prend, on le modifie, entre guillemets, on le customise pour qu'il soit plus précis, en tout cas pour qu'il ait une façon différente de répondre. Voilà, on va essayer de un petit peu le modifier à notre sauce. Ça, cette méthode-là s'appelle le fine-tuning. Ça demande beaucoup de calculs, et donc là, c'est l'équipe de New Research qui a réussi à sortir ce modèle Hermès 3, qui se base donc sur la dernière version de Llama 3.5 405B, qui est le plus gros modèle que Meta a sorti récemment, un modèle open source, et donc vu qu'il est open source, il permet justement à d'autres entreprises de faire ce fine-tuning, et donc c'est ce que New Research a fait avec Hermès 3, et donc ce fine-tuning, il permet d'avoir un modèle qui ne respecte pas les règles que Llama 3.1 a eu de base. On reprend le modèle d'origine, on le modifie à notre sauce pour avoir un modèle qui va être un modèle de chat qui va répondre d'une certaine façon. Et on en fait un nouveau modèle, donc en l'occurrence Hermès 3. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est un modèle qui est non censuré et qui est le plus neutre possible, entre guillemets. Le but, c'est que ce modèle respecte vraiment les instructions que vous allez lui donner. Donc si vous lui demandez d'être, violent, d'être insultant, ce genre de choses-là, il va être capable de le faire. Si vous lui demandez d'être direct, de vous dire non, de dire clairement si vos instructions ne sont pas bonnes, d'être entre guillemets un petit peu moins consensuel que les modèles qu'on peut avoir avec ChatGPT, il va être aussi capable de le faire. Et donc le fait qu'il n'ait pas tous ces filtres de censure qui sont rajoutés sur les modèles proposés directement par Meta, il permet des fois d'avoir un modèle qui est plus efficace et qui est plus puissant. Donc il est disponible sur le site de Lambda, qui est un fournisseur de puissance de calcul, de cartes graphiques notamment, et donc il est disponible pour une durée limitée a priori, donc n'hésitez pas à aller le tester, je vous remettrai le lien dans la description du podcast sur le site de Lambda, et voir un petit peu si ce modèle open source, gratuit, dispo gratuitement du coup sur une période limitée, est puissant, est correct ou pas pour vous, pour votre usage. Moi j'ai regardé un petit peu, il a l'air quand même assez pertinent, mais j'attends de voir un petit peu ce qui va arriver notamment sur le benchmark du LLM Arena, pour voir s'il se classe mieux que le modèle Llama 3.1 405 de base, puisque le fait que justement cette censure saute fait parfois que le modèle est plus puissant, donc on verra si c'est le cas ou pas pour ce modèle Hermès 3. Ensuite, on a une news qui concerne World Labs. Donc World Labs, c'est une startup qui a été fondée en avril 2024 par Fei-Fei Li, qui est une célèbre professeure d'IA à Stanford et qui a rapidement atteint le statut de licorne avec une valorisation de plus d'$1 milliard après 2 levées de fonds en l'espace de 4 mois. Donc la plus récente menée par NEA en août 2024 a permis de lever $100 millions suivant un premier tour en avril qui avait valorisé l'entreprise à $200 millions. Donc World Labs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se concentrent sur le développement de modèles d'IA capables d'estimer avec précision la physicalité tridimensionnelle des objets et des environnements réels. Donc qu'est-ce qu'ils essaient de faire concrètement ? Ils essaient de comprendre comment les objets fonctionnent dans notre environnement physique, comment la physique fonctionne, et ça peut être hyper intéressant, notamment pour des usages en jeux vidéo ou en robotique. Typiquement un robot, s'il comprend que quand il lâche un stylo, il le fait tomber, et que ce stylo en fonction de où est-ce qu'il tombe, il va peut-être rebondir, il va peut-être faire plus ou moins de bruit, ce genre de choses-là. C'est des choses très importantes pour faire des avancées dans ces domaines-là, aussi dans le domaine, je pense, de la génération de vidéos. Et donc, World Labs, eux, ils se concentrent vraiment sur cette partie-là. Donc pour l'instant, il y a rien de, il n'y a pas de logiciel qui est disponible de cette entreprise, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir un petit peu ce qu'ils font sur ce domaine-là, et ça pourrait avoir des très grosses répercussions dans le futur. Ensuite, on a une news qui concerne SingularityNet, qui est dirigée par le pionnier de l'IA Ben Goertzel, qui mise sur un réseau de superordinateurs pour réaliser l'intelligence artificielle générale. Avec un premier supercalculateur prévu pour septembre 2024, contrairement aux IA actuelles spécialisées, l'intelligence artificielle générale, son but c'est d'avoir une intelligence proche de celle des humains, et qui du coup serait capable d'apprendre et de faire des tâches très complexes, et de réaliser des actions, etc.
Donc on en parle, l'intelligence artificielle générale c'est toujours un petit peu difficile à définir, parce que de toute façon l'intelligence en soi c'est difficile à définir. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu l'intelligence artificielle qu'on peut voir dans les films de science-fiction où elle comprend ce qu'on lui dit, on peut interagir avec elle comme une personne, comme un humain standard, et elle peut réaliser des tâches très complexes. Donc leur projet, il implique en fait un réseau cognitif complexe combinant des réseaux neuronaux profonds et des larges langages modèles, nécessitant une infrastructure informatique avancée, et l'idée c'est qu'il fasse ça avec un réseau de plusieurs superordinateurs plutôt que d'avoir un seul superordinateur. L'idée c'est d'en relier plusieurs pour pouvoir justement réaliser cette intelligence artificielle générale. Et donc l'accès au réseau, il va se faire via des jetons, des tokens AGIX sur la blockchain Ethereum et Cardano. Et donc ça je trouve ça hyper intéressant, c'est un petit peu une fusion entre l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie. Là, l'idée, c'est que on se sert d'une crypto-monnaie pour justement donner un accès à ce réseau, et que si vous avez besoin d'utiliser ce super ordinateur, cette intelligence artificielle générale, que vous tout simplement utilisez de la crypto-monnaie pour payer votre temps de calcul. Et ça, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de sens. Et c'est vrai que ça me paraît assez logique que plus tard, on ait des modèles d'intelligence artificielle comme ça, un petit peu décentralisés, qui soient disponibles, et que la façon de payer son abonnement, en tout cas, ou en tout cas l'utilisation de ces modèles, ce soit tout simplement d'utiliser des crypto-monnaies. Ce qui fait sens si on parle d'un modèle qui est décentralisé. Donc en tout cas, eux, ils visent d'avoir un modèle avec un niveau d'intelligence humain d'ici 2028, ce qui me paraît assez ambitieux. Donc voilà, on verra s'ils arrivent à avoir des avancées pertinentes. En tout cas, c'est je pense, une roadmap assez ambitieuse. Si d'ici 2028, on arrive déjà à des intelligences artificielles qui ont le niveau d'intelligence d'un humain, vraiment, on verra, je pense, dans le futur, l'arrivée de l'intelligence artificielle comme un véritable boom et une véritable révolution pour l'humanité, puisque dans l'espace de même pas une décennie, on aura eu des changements qui auront été incroyables. Même si on le voit, chaque semaine là, on est en plein dans un véritable changement, je pense, civilisationnel. On s'en rend pas compte parce qu'on est en plein dedans forcément, mais je pense que d'ici 20 ans, 30 ans, quand on reverra les quelques années qui se sont écoulées en ce moment, le début des années 2000, et surtout les 2 dernières années avec l'arrivée de ChatGPT, on verra qu'il y avait véritablement eu une véritable révolution, je pense, sur ce domaine-là. Et enfin, pour conclure le podcast, une dernière news qui concerne OpenAI, qui a récemment suspendu un groupe de comptes ChatGPT lié à une opération d'influence iranienne visant les élections présidentielles américaines. Cette opération, identifiée comme Storm 2035 par Microsoft, utilisait ChatGPT pour créer des articles et des posts sur les réseaux sociaux. Bien que l'opération n'ait pas atteint un large public, elle illustre une nouvelle tendance où des acteurs étatiques utilisent l'IA pour diffuser de la désinformation. Storm 2035, active depuis 2020, ciblait des groupes d'électeurs américains avec des messages polarisants, touchant des sujets comme les droits LGBT et le conflit Israël-Hamas. OpenAI a découvert 5 faux sites d'information ainsi que plusieurs comptes sur les réseaux sociaux utilisés pour publier du contenu généré par ChatGPT. Bien que ces efforts aient eu peu d'impact en termes d'engagement, il manque une nouvelle étape il marque une nouvelle étape dans la tentative de manipulation électorale via des outils d'IA. Et donc voilà, ça c'est assez effrayant, c'est aujourd'hui ce qui a été détecté. C'est toujours ça un petit peu qui me fait peur, c'est que là, on se dit, le site a été détecté, il était assez grossier, assez visible, il n'a pas eu énormément d'engagement, mais qu'est-ce qui aujourd'hui se trouve sur les réseaux sociaux qu'on ne détecte pas ? Combien de comptes sur Instagram, sur Twitter, sur X sont des comptes de bots qui génèrent du contenu par des IA ? On l'a déjà vu avec des campagnes où on se rendait compte que quand on répondait au bot de nous donner la recette d'une tarte à la fraise, il finissait par répondre. Et quand on sait qu'on a des modèles maintenant qui sont disponibles et qui ne sont pas censurés, je pense à Grok 2, je pense aussi à Hermès 3. D'un côté, c'est super intéressant pour la communauté, ça permet de faire des choses exceptionnelles, mais ça permet aussi à des groupes, surtout des groupes étatiques, qui ont des gros moyens, de créer leur propre modèle, qui va être par exemple un modèle de troll sur internet qui va faire que rajouter des commentaires et rajouter de l'huile sur le feu sur un petit peu tous les sites qu'il peut rencontrer, d'avoir derrière des fermes, c'est vraiment des fermes qu'ils utilisent où il y a des centaines de téléphones qui sont connectés à des ordinateurs qui leur envoient des instructions qui permettent du coup d'éviter
éviter tous les problèmes qu'on peut avoir quand on utilise des bots, hein. Donc généralement les sites comme X, Instagram, etc., ils vont bloquer quand c'est un ordinateur qui se connecte directement au site pour publier du contenu, le compte va être bloqué. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par des téléphones, des vrais téléphones, hein, qui eux sont connectés à un ordinateur qui va pouvoir lancer des actions de masse. C'est des choses qui vont pouvoir aussi créer du buzz artificiel parfois, hein. Donc une vidéo va être publiée par un compte, tous ces bots vont aller regarder cette vidéo, la commenter, et forcément cet engagement qui au début part d'un engagement artificiel avec uniquement des bots, derrière il va créer un engagement avec des véritables personnes, hein, forcément, puisque vu que l'algorithme a été un petit peu excité par ses vues initiales et ses commentaires initiaux, c'est des choses qui vont être plus derrière mis en avant, et pour l'instant c'est des choses qui, je pense, arrivent aujourd'hui mais qui sont très peu détectées, d'autant plus que c'est de la mauvaise presse pour tous les sites de réseaux sociaux. Donc je pense que de leur côté en interne ils essaient de lutter contre toutes ces choses là, mais c'est pas non plus quelque chose qu'ils essaient de mettre en avant. Ils vont pas forcément dire on a bloqué X ferme de bots, on a mis X choses en place pour que les bots ne soient plus aussi facilement utilisables sur notre plateforme, puisque ça leur fait aussi de la mauvaise presse. Et que eux, hein, le but c'est de vendre de la publicité avant tout, hein. Et donc s'ils expliquent que il y a 10% des comptes qui sont des comptes au final de bots, qui sont pas des véritables personnes, c'est pas des choses qui vont intéresser les publicitaires. En tout cas on se rend compte que maintenant il y a véritablement des États qui mettent des moyens pour créer de la désinformation et déstabiliser d'autres États. Et je pense qu'on en est qu'au début. Il y a déjà des choses qui existaient, hein. On se rappelle de Cambridge Analytica, hein. Il y avait eu le scandale de Cambridge Analytica où il y avait eu de la manipulation justement sur les élections. Mais à l'époque c'était plus fait avec de la pub ciblée, etc. Là, on se retrouve avec des intelligences artificielles qui sont utilisées pour justement créer tout simplement des fausses informations, des faux sites internet. En plus, ces faux sites internet, souvent, ils se référencent les uns les autres, ce qui fait que quand on commence à rentrer dans ce genre de faux sites internet, on voit une information qui lie à un autre site internet, qui nous redit la même chose un petit peu de façon différente, mais on se dit, là, ça fait quand même déjà 2 sites qui me disent la même chose, c'est que forcément, ça doit être vrai. Et puis, après, on se retrouve un petit peu dans une bulle où on est uniquement dans ce genre de site internet de désinformation, on suit uniquement des comptes qui aussi eux publient cette désinformation, et avec tous les biais, on avait fait un épisode spécial sur les biais humains, le biais de confirmation, etc., tout ce genre de biais qui vont qui vont avoir tendance à nous conforter dans les choses qu'on pense déjà. Ça va être très facile, je pense, de manipuler les personnes, en tout cas d'avoir un véritable impact sur les élections. Donc restez vigilants là-dessus, parlez-en autour de vous, hein. Je pense que c'est bien de en discuter, de se dire que maintenant l'intelligence artificielle elle est là, elle est utilisée par les États pour essayer de déstabiliser d'autres États. Ça arrive en ce moment avec les élections aux États-Unis. Ça va nous arriver très prochainement quand il y aura d'autres élections en France. Ça a même déjà probablement eu lieu. On en avait aussi un petit peu parlé lors des élections législatives. Il y avait déjà des comptes qui avaient été détectés. On avait parlé des comptes notamment qui utilisaient des fausses images pour mettre en avant des idéologies d'extrême droite notamment. Ça a déjà été utilisé légèrement aux législatives, ça sera encore plus utilisé aux prochaines élections présidentielles en France. On voit un petit peu comment ce qui se passe déjà aux États-Unis. Faut pas oublier que derrière ça sera la même chose chez nous. Donc restez vigilants là-dessus. Je reste sur cette note pour cette semaine, et je vous dis de prendre soin de vous comme chaque semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.